Bonjour, bienvenue dans votre quotidienne de l'innovation, la quotidienne à suivre sur Bismart. Alors vous savez, les vendredis, c'est en général en grande partie dédié à une personnalité. Aujourd'hui, il s'agit d'une femme. Elle a été 3 fois ministre, notamment de l'économie numérique et de l'innovation. On la retrouve également à l'initiative du label French Tech et aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement, bientôt de 2 d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, avec cette volonté, en tout cas cette trajectoire, cette décision de donner corps à un axe Europe-Asie, peut-être en contrebalançant ce duel de titans auquel nous assistons entre les États-Unis et la Chine. Ce sera donc la grande interview Eurasie avec Fleur Pellerin dans quelques instants. Mais avant, nous allons débriefer de l'actu technologique. Alors, avec 2 invités déjà installés en plateau, on parlera de Clubhouse, le succès mais aussi les questionnements autour de ce réseau social audio. On parlera également du plan stratégique de la France pour la cybersécurité ou encore de polémiques dans la santé. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons là aussi, comme tous les vendredis, notre rendez-vous dans l'espace qui sera dédié aujourd'hui au business. Mais donc tout de suite, place au débrief. Alors, dans le débrief de l'actu, beaucoup de sujets. On va essayer d'aller assez vite, s'il vous plaît, messieurs. On va parler donc de Clubhouse, la stratégie aussi nationale de la France sur la cybersécurité, des données de santé des Français et cette polémique qui n'en finit pas autour, notamment du Health Data Hub et des serveurs de Microsoft. Pour en parler, donc avec moi, Yann Lechel, directeur général de Scaleway, fournisseur de cloud, filiale du groupe Iliad, fervent défenseur aussi de l'écosystème tech français. Vous êtes membre, cofondateur de France Digital et du Hub France IA. Et autour de la table aussi, Sébastien Garnaud, qui est un spécialiste de la cybersécurité, fondateur de la Paris Cyber Week et de la Cyber Task Force, qui est composé de parlementaires, de hauts fonctionnaires et d'experts de cyberdéfense et cybersécurité. Vous êtes évidemment aussi président de votre cabinet de conseil en affaires publiques numériques, Garnaud et Associés. Bonjour déjà à tous les deux. Bonjour. On va commencer évidemment avec ce phénomène Clubhouse. On en a parlé hier, les téléchargements explosent, c'est une croissance phénoménale. On va peut-être juste rappeler les chiffres, 8 millions de téléchargements. En France, c'est encore un petit peu plus timide, mais on voit bien que ça prend. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, ce succès d'un réseau social audio, Yann Lechel? Alors, les réseaux sociaux ne sont pas nouveaux, ils existent depuis le début de l'Internet, mais on atteint très rapidement des masses critiques qui créent un phénomène d'engouement colossal. Ici, ce que je constate, c'est qu'on vient de cocher une nouvelle case dans les typologies d'interaction. On parle de one-to-one dans les messageries individuelles, one-to-many, comme par exemple les podcasts, où on s'adresse à une audience beaucoup plus large. Many-to-many, ici, on coche la case du many-to-many. Beaucoup peuvent parler à beaucoup par l'audio. C'est-à-dire que toutes les permutations commencent à exister dans les réseaux sociaux et c'était peut-être la dernière frontière, peut-être orientée par le fait qu'en cette période de pandémie, on ne se voit plus physiquement et donc on a besoin d'autant plus d'interactions pour remplacer. Et puis c'est tellement plus rapide finalement d'utiliser la voix plutôt que ses doigts pour s'exprimer et taper sur son smartphone. C'est quelque chose d'assez naturel et on crée aussi un outil de sorte de démocratie participative. On n'a pas ce sentiment quand on arrive sur Clubhouse, Sébastien Garnaud? Si, merci. C'est un peu ce que j'ai découvert. Moi. On rentre dans des rooms et finalement, de manière assez horizontale, on a le député, le journaliste et le citoyen, tous autour finalement de la room. Et donc, Alors, parfois, il n'y a pas de journaliste. Moi, je suis sûr. allée dans des rooms où on a un invité, il s'appelle Jamel Debbouze, et puis tout le monde peut lui poser des questions. C'est accessibilité directe. Très rigolo. Bon, il s'avère qu'on a aussi notre écosystème, donc le mien est composé de leaders d'opinion. Donc mes rooms étaient très leaders d'opinion. Et ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est tout de suite, on s'en est saisi sur le fond. Moi, je suis dans des rooms où on va au fond des sujets. Et ça, c'est peut-être l'intérêt de la voix par rapport à l'image. La voix oblige à une écoute. On n'est plus obligé d'entendre et puis cette participation directe, on peut interpeller, c'est bien organisé. Oui, et alors, c'est aussi quand même très bien organisé. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tous la parole en même temps, tout ça est assez bien millimétré. On voit déjà Facebook, Twitter qui sont sur les rangs pour créer des copies, forcément. Donc ça veut dire que c'est pas juste un phénomène, ça va être une tendance de fond. C'est une tendance de fond, comme je disais, c'est plutôt une des permutations qui manquait. Et celle-ci en particulier adresse la notion de synchronicité, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être là au moment donné.
Oui. Un petit peu comme sur Twitter, où il y a ces notions de moment, avec les fameux hashtags qui se matérialisent au moment de l'événement. Sur Facebook, on est plutôt sur le temps long, par exemple. Mais évidemment, Facebook a dû décliner certains sujets avec Instagram, avec WhatsApp. Et donc, les grandes plateformes vont vouloir rajouter cette fonctionnalité qui est de l'audio participatif. Bon, ce qui pose la question de ces géants du numérique laissent-ils place à l'innovation? Si soit ils rachètent tout, soit ils copient tout. C'est un autre sujet qu'on abordera d'ailleurs sans doute avec mon invité Fleur Pellerin. Bon, alors la face un peu moins sympa de Clubhouse, c'est que déjà on a vu que côté sécurité, c'était pas très bien verrouillé. Hein. Voilà. Visiblement, rien n'est crypté. Il y a un hacker qui a réussi en un week-end à capter toutes les conversations audio des rooms. Vous, votre réaction là-dessus? On a vu ça. Sébastien Garnaud ? Oui, on a vu ça aussi avec Zoom, c'est-à-dire que c'est l'usage d'abord. Et Oui. on le comprend bien. Et donc finalement, en termes d'usage, tout de suite, il y a une adoption, il y a très peu d'entraves finalement à l'usage. Et on verra la sécurité après, c'est souvent le cas. Là, ce qui, moi, m'interpelle, m'intéresse, c'est que là, on a un mix US-Chine, pour le coup, puisque les serveurs sont en Chine. Parce qu'en plus, donc, ça a permis de s'apercevoir que les serveurs étaient hébergés à Shanghai, ce qui est assez étonnant pour une entreprise américaine quand même en ce moment, vu les tensions entre les deux pays. Alors, je peux parler un petit peu du composant cloud, puisqu'évidemment, les tarifs sont en jeu pour la jeune start-up qui doit maîtriser ses coûts. Donc, c'est aussi peut-être une manière d'optimiser ses coûts. D'un autre côté, je considère que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la plateforme est une plateforme many-to-many en broadcast. Donc, les conversations ne sont pas véritablement privées de ce point de vue. Ah, c'est un peu ce que dit d'ailleurs l'Observatoire Internet de Stanford. Il dit, par défaut, les utilisateurs devraient considérer que toutes leurs conversations sont publiques. C'est aussi ce que j'ai lu, et même en termes d'usage, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que là on parle d'usage débat d'idées, mais on pourrait aussi avoir un usage commercial. Les podcasts sont largement développés parce qu'on ne peut plus se rassembler, et donc du coup ça permet d'adresser de manière peut-être un petit peu plus subtile les clients pour mettre en valeur une solution, une expertise. Donc on voit qu'il y aura des usages business. Ça pose tout ça derrière la question du modèle éco, puisque les données perso vraisemblablement ne sont pas le modèle économique. La question, c'est comment on va pouvoir passer sans doute à une version premium avec des services peut-être payants. Et on voit déjà les prémices d'une plateforme, puisqu'il y a toute une communauté de développeurs qui essaient de rajouter des services à valeur ajoutée, comme la captation de scripts audio, l'animation, la présentation de contenu, la captation de formulaires de sondage pendant la session. Donc, il va se passer beaucoup de choses. C'est un moment très excitant, je trouve, quand on voit émerger comme ça un nouveau réseau social qui peut prendre une place. On va passer à notre deuxième sujet, c'est le plan cyber annoncé par Emmanuel Macron. 1 milliard d'euros consacrés à la lutte contre la cybercriminalité. Alors, déjà, bonne nouvelle quand même, c'est une prise en compte au plus haut niveau de l'État. Il faut faire quelque chose sur la cybersécurité. C'est super, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la grande bonne nouvelle, c'est que le président a une prise de parole forte. 1 milliard, il y a un effet d'annonce indéniable. Ils ont pris leur temps pour l'annoncer et je trouve ça vraiment très enthousiasmant. Là où je nuance, c'est que c'est un bilan. Et donc, c'est d'autant plus une bonne nouvelle. C'est un bilan. C'est un bilan parce que finalement, tous ces fonds qui sont annoncés ne sont pas à venir. C'est pas un nouveau milliard qui sort de la poche. Non, c'est pas un nouveau milliard. C'est un milliard qu'on a déjà mis sur la table. Et donc ça, c'est super parce que finalement, on est déjà sur ce qui a été fait. Ça a été interprété sur ce qu'on va faire. On n'a plus le temps d'attendre ce qu'on va faire. Donc moi, je m'en réjouis. Ça permet aussi de faire émerger le débat sur la place publique. Tous vos confrères en parlent avec les crises qui arrivent. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur l'inertie et le mouvement que ça crée, c'est très intéressant. Est-ce que ça va suffire ? L'enjeu de la cybersécurité est aussi un enjeu de pédagogie. Donc cette mise en avant va permettre aux citoyens de se saisir du sujet, de comprendre. Donc les attaques de style phishing, par exemple, qui font passer des emails officiels, par exemple bancaires ou autres, trompent et dupent les consommateurs. Donc il est essentiel que l'on parle de ce sujet et qu'ensuite, évidemment, des politiques beaucoup plus spécifiques, ciblées, organisent la prévention du côté des serveurs, probablement. Et du côté des dirigeants, peut-être aussi, il y a encore besoin d'une prise de conscience. Pour moi, c'est on dit dirigeants d'entreprise, je veux dire. J'avais bien compris, mais je vais même aller sur les dirigeants publics parce que face à la fracture numérique, on est tous égaux. Mais effectivement, moi j'ai un message en ce moment, on dit l'humain c'est le maillon faible. Non, c'est pas vrai.
le maillon faible de la chaîne de cybersécurité, c'est le dirigeant. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est en responsabilité. On ne peut pas dire à un collaborateur, bouh, c'est pas beau, à cause de toi, on a bloqué l'entreprise. Il n'était pas sensibilisé, il n'était pas formé, il n'était pas outillé. Si on a fait ça, alors à ce moment-là, on va être plus résilient collectivement. Ah bah, quelle lourde responsabilité sur les épaules vous lui ajoutez. Il l'est déjà. Il fait face à des risques permanents. En ce moment, je peux vous dire que la crise sanitaire, c'est un réel challenge et c'est hyper exaltant et en même temps, c'est du risque. Le risque cyber, c'est un risque qui est vital pour les entreprises, pour les collectivités, pour les hôpitaux, pour chacun en fait. Et surtout, comme pour la crise Covid, on est tous interconnectés. C'est-à-dire que si moi je me fais infecter, potentiellement je peux infecter les autres. C'est le même sujet que la RGPD finalement. Oui. C'est-à-dire qu'on doit prendre du temps, du budget, pour former les collaborateurs à ces sujets de fond, parce que le maillon faible, en fait, c'est la méconnaissance du sujet. Voilà. Alors, dans la cyber aussi, on a vu, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, ça va être ma question en tout cas, des rachats de start-up françaises par des Américains, je pense à Screen et Alcide. Bon, déjà, on voit qu'il y a une tendance, l'intérêt pour de la cybersécurité sur les applications soft, on va dire. Mais ces rachats, ça vous inspire quoi ? Alors, c'est un sujet qui est on va dire quand même que vous êtes concerné. Hein. Je suis concerné directement parce que j'ai investi dans Screen très très tôt. Félicitations. Merci. L'équipe est absolument... Et donc là, vous allez sortir très bientôt. Mécaniquement. Mais moi, j'étais angel, donc investisseur très minoritaire. Et donc, j'ai suivi le dossier de loin. Mais cette entreprise est une start-up, comme beaucoup d'autres. Et l'investissement finit souvent par une sortie, en tout cas pour les investisseurs majoritaires. Et cette société était déjà implantée aux États-Unis, a participé au Y Combinator, etc. C'est le cycle de la vie des startups. C'est classique. Donc, on peut en effet se dire que Screen est une pépite de la cybersécurité, avec beaucoup de talents. Il se trouve que ces talents sont français, francophones, et ont des équipes en France. Donc, cette propriété intellectuelle reste sur le territoire, même si la propriété intellectuelle de l'entreprise rejoint une autre entreprise, Datadog, qui elle-même a été fondée par des Français. Donc finalement, la boucle est bouclée, même si cette société est au Nasdaq. Je pense que la prochaine génération des personnes issues de ces opérations-là généreront d'autres engouements sur le territoire. Donc rien n'est perdu. Ça fait partie du cycle du marché ouvert de la FUSAC, fusion-acquisition des startups. Une réaction, Sébastien Garnaud ? Moi, je suis très heureux parce que effectivement, je vous rejoins. Ça montre à quel point nos entrepreneurs sont bons. Et alors, il s'avère que de mon côté, je connais un peu plus Alcide, ancien de l'ANSSI. Oui, c'est bien organisé tout ça. Et donc, on savait, ancien de l'ANSSI, on savait qu'ils étaient très forts. Et je voudrais le citer parce que ça m'avait marqué. J'ai repris ça à mon compte au moment du débat du cybercampus pour les vœux 2020 de Guillaume Poupard. Le cofondateur nous dit mais moi je veux pas être le village gaulois, je veux être l'empire romain. Et un an plus tard il se fait racheter. Ça c'est formidable. Voilà, là on voit des gens qui savent aller au combat et se mettre en valeur. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'il ne se fasse pas racheter par un Européen. C'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est dommage, c'est que nous on laisse passer l'entreprise et puis finalement oui ce sont des Français, donc c'est hyper enthousiasmant et en même temps on perd une pépite. Et il y en a d'autres sur la liste. Le président a cité Gatewatcher. C'est peut-être une manière de les protéger aussi. Mais on en a plein et il faut absolument qu'on y aille. Et ça pose la question de la suite du milliard. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est un sujet général en France, puisque la France n'a que trop peu de grands acteurs technologiques qui seraient à même de racheter ce genre d'entreprise. Et à l'inverse, il y a peu d'acquisitions américaines. En 2019, je me souviens, puisque nous avons été nous-mêmes acquis par Sonos, Snips, société d'intelligence artificielle. Ce que j'allais dire, ça va vous rappeler une histoire. Voilà, Snips, tout à fait. En fait, il n'y a eu que 19 acquisitions américaines dans la tech en 2019. Donc pas tant que ça, finalement. Il y a des milliers de startups. On est entre 4000 et 5000 startups, tout de même. Donc, voilà. Bon, on termine sur la cybersécurité avec cette fuite de données médicales de près de 500 000 patients français. Et c'est une information d'ailleurs qui a été révélée par Damien Bancal, que nous aimons beaucoup, qui est fidèle à l'émission Smart Tech et qu'on retrouvera lundi matin pour nous raconter toute cette histoire. Un mot là-dessus ?
Sébastien? Oui, ça prouve aussi à quel point ces données ont de la valeur, puisqu'on cherche à les capter et on les vend. 500 000 données, je crois que c'est 10 points de données par personne. Moi, je suis concerné à titre personnel, ma femme, donc j'ai vu ce à quoi C'est-à-dire qu'elle fait partie des personnes dont les informations ont été divulguées. Exactement, donc ce qui est intéressant, c'est que je vais voir du coup... Mais vous ne l'avez pas appris de manière officielle, vous l'avez de manière détournée. On ne vous a pas informé? Non, pas encore. Officiellement? Personne, mais on est peut-être un peu en avance de phase aussi parce que ce ne sont pas les cliniques ou les établissements de santé en fait qui ont perdu les données, c'est le prestataire qui a derrière. Donc il faut que tout ça soit notifié et la chaîne de notification devrait nous remonter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir quel est le délai. Voilà, on va pouvoir voir l'efficacité effectivement de la remontée de l'information. Alors justement, ces données de santé, on termine là-dessus, on a moins d'une minute sur le Health Data Hub, donc qui est le grand projet de réunion de toutes les données de santé des Français sur des gros serveurs de Microsoft. Et c'est ça aujourd'hui qui pose question, avec l'assurance maladie qui a rallumé la mèche, je dirais, en disant qu'elle refusait en fait que ces données soient chez Microsoft. Oui. L'assurance maladie est dans l'air du temps. Ouais. Les choix du Health Data Hub en 2018 étaient peut-être motivés par une certaine feuille de route par rapport à la technologie disponible à l'époque, en 2018. Mais les temps ont changé. Deux choses ont changé. Il y a en France, aujourd'hui, et peut-être sans doute en 2018, mais c'était peut-être moins lisible, il y a 3 acteurs au moins qui ont la capacité de fournir ce genre de service en France, dans des data centers français hébergés par des sociétés dont le siège social est en France. Cela est possible aujourd'hui, sans grande difficulté en réalité. Donc on attend le prochain appel d'offres. Pour vous, il est temps de redonner sa chance aux acteurs français et européens face au Cloud Act qui pose des questions de transfert des données des Français à l'étranger, aux États-Unis en particulier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yann Lechel de Scaleway et Sébastien Garnaud de Garnaud et Associés. Juste après la pause, donc c'est l'ex-ministre de l'économie numérique et de l'innovation, la mère du label French Tech, qui va me rejoindre en plateau pour une grande interview Eurasie. C'est parti pour la grande interview de Fleur Pellerin. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous déjà et d'avoir accepté de rester jusqu'à la fin de cette émission. Alors, je voudrais commencer cet entretien en revenant sur votre ancienne vie, si je peux dire comme ça, ancienne vie de ministre, parce que ça va nous permettre d'aborder des thématiques qui sont importantes, je crois, pour la France et notre place dans le monde de l'innovation. Donc, au départ, parti de rien, de Séoul, arrivé à Paris, des études extraordinaires, vous arrivez à l'ENA, et puis vous embrassez la fonction publique, vous devenez ministre, alors notamment ministre délégué au PME, à l'innovation et l'économie numérique entre 2010 et 2012, et moi c'est cette partie-là qui m'intéresse dans Smart Tech, parce que ça pose la question que vous avez dû vous poser à cette époque, du rôle de l'État dans cette économie numérique. Comment on fait pour accompagner correctement cette French Tech qu'on n'appelait pas encore tout à fait comme ça ? Oui, alors c'est vrai que c'était d'autant moins évident que je n'avais pas une feuille de route très précise. C'est à la fois un luxe et une chance et une opportunité, mais en même temps peut-être une faiblesse au départ. C'est que il n'y avait pas une vision très très claire de ce que l'État ou de ce que ce gouvernement devait faire en matière d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique en particulier. Une chance pour moi parce que ça m'a permis d'écrire sur une feuille blanche et vraiment de définir ma propre feuille de route. Une faiblesse parce que du coup, je risquais de ne pas être forcément très soutenue par mes chefs dans cette entreprise. Et donc, ce à quoi j'ai réfléchi en arrivant, c'est voilà, de quoi cet écosystème a-t-il le plus besoin? Raisonnons en termes d'environnement des affaires, parce qu'en fait, j'imaginais bien qu'il n'y avait pas une seule mesure à prendre pour stimuler l'écosystème tech français. Il y en avait plein sur l'environnement réglementaire, fiscal, sur les conditions de financement, sur l'accompagnement à l'internationalisation, enfin, sur même l'état d'esprit entrepreneurial finalement, qu'on enseigne ou pas, ou qu'on stimule ou pas au moment des études supérieures, ou même de l'école. Donc il y avait plein de choses qui sont, à mon avis, constitutifs d'un bon écosystème, d'un bon environnement pour stimuler la création d'entreprises et surtout la croissance des entreprises. Et donc, c'est un peu sur tout ça que j'avais envie de travailler. Et c'est pour ça qu'on a créé la French Tech, parce que la French Tech, c'était Alors là, c'était au moment où vous basculez sur un autre ministère, au commerce extérieur. On est un petit peu plus tard, c'est en 2013 ? En fait, la French Tech, c'était assez tôt au début. Le commerce extérieur, c'était en 2014, et j'y suis restée vraiment très très peu de temps. Mais pour moi, la French Tech, c'était l'idée effectivement de travailler sur la communication internationale
international de l'écosystème tech français. Je voyageais tout le temps, on me disait le luxe, le vin, les sacs Chanel, enfin il y avait une image de la France qui était très finalement legacy, qui était sur des industries plutôt patrimoniales. Et en fait, la tech n'était jamais évoquée comme un secteur d'excellence en France. Et donc, j'avais envie qu'on parle davantage des startups françaises. Donc, la French Tech, c'était une initiative un peu de communication, mais aussi de création d'une sorte d'alchimie, en fait, ou de cohésion, de conscience de groupe, en fait, de tous ces acteurs de l'économie numérique. La French Tech n'a pas été créée par nous. Elle a été révélée ou elle a été nommée par nous. Mais du coup, c'est vrai que ça a donné beaucoup de fierté, ça a donné envie c'est une opération marketing, finalement. C'est un peu du marketing, mais c'était vraiment très utile que les gens prennent conscience de cette excellence française, que les entrepreneurs puissent sentir qu'il y avait une volonté de les accompagner. On est parti à on Las puisse Vegas, faire des délégations au CES. Donc on était à près de 200 et on a donné de la visibilité, notamment dans les médias anglo-saxons qui sont jamais très tendres avec la France à cette occasion. Donc on a commencé à avoir de la communication positive sur le secteur tech et donc cette révélation en fait de l'excellence tech française, de l'excellence des acteurs tech français a beaucoup joué aussi dans la dynamique, dans la création de rôle modèle, enfin le fait que des gens soient inspirés par ces créateurs d'entreprises et veuillent se lancer à leur tour dans l'aventure. Donc c'était quand même une dimension importante, mais évidemment c'était pas la seule. Et donc à côté de cette initiative, on a fait beaucoup de choses sur le plan réglementaire. Moi j'ai créé la réglementation sur le crowdfunding. Il n'y avait pas de réglementation, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire, qui étaient illégales parce qu'il y avait un monopole bancaire du prêt. Donc on a fait cette réglementation sur le crowdfunding. On a vraiment beaucoup travaillé pour résoudre le problème de vallée de la mort du financement, c'est-à-dire qu'en France, il y avait à l'époque, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais moins, beaucoup de financement pour l'amorçage et les premières phases de financement des entreprises, mais très très peu pour ce qu'on appelle la phase de croissance, growth et late stage. Et donc, on a beaucoup travaillé avec BPI France, notamment pour accompagner les entreprises dans les phases ultérieures de leur développement, pas seulement au début. Il y a eu tout un travail sur l'environnement fiscal. Moi, vous vous rappelez l'histoire des pigeons. Ouais. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'environnement fiscal des entrepreneurs pour faire en sorte que lorsqu'ils réinvestissent dans l'entreprise, ce soit fiscalement intéressant pour eux. Et on a aujourd'hui un régime fiscal de l'investissement ou de l'investissement des entrepreneurs dans des entreprises qui est extrêmement favorable et qui se compare très positivement par rapport aux autres pays d'Europe. Donc voilà. Et alors le bilan, on est pratiquement, on est 10 ans à peu près après la création de ce label French Tech. Quel est votre bilan? Comment vous voyez les choses? Moi, je trouve qu'il y a vraiment eu beaucoup de visibilité qui a été donnée. Je le vois parce que je suis souvent en Asie et maintenant, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Taïwan par exemple, où il y a une ministre formidable qui a un profil un peu incroyable, qui est une ancienne hackeuse, et qui me disait mais la French Tech, comment t'as fait, donne-moi un peu des tuyaux parce que je trouve que c'est un formidable travail sur l'écosystème. Donc le fait qu'à Taïwan on me dise la French Tech finalement ça pourrait être un exemple pour nous et on pourrait s'inspirer de certaines choses, pour moi c'est le synonyme de réussite parce que ça veut dire que la visibilité a été donnée à l'écosystème. Par ailleurs, quand vous voyez les statistiques depuis quelques années sur les levées de fonds, sur parfois des IPO, il y a vraiment maintenant un changement d'échelle, je trouve, de l'entrepreneuriat français dans la tech. On voit des levées de fonds énormes, des valorisations qui commencent à augmenter. Donc, il y a quand même une dynamique. Et les fonds aussi se sont bien structurés. Je trouve que les fonds d'investissement sont plus nombreux. Il y a plus de fonds sur le segment de la croissance, qui est pour moi un segment très important. Donc, je trouve que vraiment les choses vont dans le bon sens. Effectivement, il y a un pas qui a été franchi important, une certaine maturité. Pour autant, il y a quand même des choses qu'on n'arrive pas encore à faire et quelques ratés. Et alors, on en parlait dans le débrief de ces startups de la cybersécurité, par exemple, qui sont très prometteuses, qui travaillent sur un champ très porteur de la sécurité des applications, et pourtant, elles se font racheter par des Américains. Alors, et on évoquait aussi l'exemple de Snip, où Yann Lechel était impliqué, qui a été soutenu d'ailleurs par votre fonds, dont on va parler tout de suite après, je vous le promets, et qui se retrouve là aussi entre les mains des Américains. Là, quand même, on n'y arrive pas pour l'instant. Parfois, on y arrive. À les garder nos pépites, à les faire grandir et en faire des géants européens. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. C'est pas anormal en soi que parfois on ait des entreprises qui intéressent des investisseurs ou des acheteurs qui soient non européens. Au contraire, c'est plutôt un signe. Enfin, vous regardez Israël par exemple, qui a un écosystème formidable. Il y a énormément des pépites israéliennes qui ont été rachetées par des Américains. Donc le fait que des Américains s'intéressent à nos entreprises n'est pas en soi un problème. Le problème, c'est quand un pourcentage trop important des sorties par fusion-acquisition, par rachat, est fait au profit d'acteurs qui sont non européens. Moi, je suis une grande partisane
c'est de pousser des consolidations européennes. Je trouve qu'en Europe, et regardez ce qui se passe en ce moment, il y a des licornes partout, en Roumanie, dans les pays baltes, en Scandinavie, en Europe de l'Est. Il faudrait qu'on essaye de trouver le moyen, qui n'est pas évident, parce que culturellement et d'un point de vue financier, ce n'est pas toujours évident non plus, mais qu'on trouve le moyen vraiment de créer des acteurs européens très puissants, qui arrivent à passer sous les fourches codines de la concurrence, mais qui soient des acteurs qui puissent un jour concurrencer effectivement sur leur propre terrain, les GAFA, les Baidu, Tencent, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver des gros acteurs européens qui sont capables de la réglementation. Pas que, je crois que c'est aussi parce que, regardez aux États-Unis, ceux qui font des grosses opérations de rachat, c'est effectivement soit les GAFA, soit des grandes entreprises comme Intel, Microsoft, etc. Et en Europe, on manque un petit peu de gros corporates, de grosses entreprises qui seraient capables de racheter et de payer cher, de mettre plusieurs milliards sur la table pour acheter de belles entreprises ou de belles start-up européennes et qui soient capables aussi de continuer à les développer et de ne pas les tuer. C'est ce que j'allais dire, parce que parfois ça arrive qu'on a on voit des grands groupes racheter des start-up et les start-up en fait sont complètement dissoutes, disparaissent. Donc, moi, j'ai encore de l'espoir et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que voilà, ce sont des sujets qui doivent être poussés, que la souveraineté européenne passe par ces opérations de consolidation. Et il faudrait qu'il y ait une réflexion au niveau européen, ou en tout cas quelques pays, peut-être qu'on pourra commencer juste avec l'Allemagne, avec l'Italie, l'Espagne, à discuter un petit peu ensemble pour voir comment on peut favoriser ces concentrations, ces rapprochements, parce que c'est vrai on a bien vu pendant cette période du Covid, les sujets de souveraineté sont quand même importants. On est trop dépendant sur le véhicule autonome, sur le véhicule électrique, sur les biotech, les vaccins, sur les tests. On est beaucoup trop dépendant dans la chaîne de valeur. Il faut revenir à un peu plus de protectionnisme. Peut-être que finalement, moi, j'étais pas tellement d'accord avec Arnaud Montebourg sur ses thèses de très protectionnistes, etc. Oui. Peut-être que finalement, on a un peu péché par naïveté en Europe, de manière générale, parce qu'effectivement, les autres pays sont très protectionnistes, la Chine évidemment, mais les États-Unis aussi. Donc les autres régions du monde le sont, et nous, je trouve qu'on a plutôt tendance en fait à avoir une politique de concurrence qui essaye de favoriser au maximum le consommateur, mais au détriment de l'industrie en Europe. Et je trouve que c'est une erreur. Peut-être un protectionnisme plus européen que français aussi. Oui. Alors, justement, en ligne de mire, pour vous, il y a cette idée de donner corps à un axe Europe-Asie. Donc, vous êtes fondatrice de Corelia Capital, qui est une société de gestion à la tête de bientôt 2 fonds d'investissement. L'objectif, vous allez me dire si je me trompe, mais c'est d'attirer des capitaux coréens en Europe, mais aussi d'ouvrir le marché asiatique aux entreprises européennes. D'abord, sur le côté secteur, est-ce que vous vous intéressez uniquement aux entreprises technologiques avec Corelia ? Oui. Donc uniquement technologique, dont on n'investirait pas dans quelque chose de purement offline et sans dimension technologique. Donc c'est vraiment la tech qui est vraiment la colonne vertébrale de notre thèse d'investissement. Alors le premier fonds, donc je disais, qui est le fonds historique, qui gère 350 millions d'euros d'actifs, et 100% viennent de Naver. Alors Naver, je ne suis pas sûre que tous les spectateurs de Smartech connaissent, mais c'est l'équivalent d'un Google en Corée, c'est ça ? Alors, c'est une histoire assez fascinante en fait, parce que c'est une entreprise qui a été créée à la fin des années 90, 99, et qui au départ était un moteur de recherche, fondé donc par un ancien ingénieur de Samsung, un moteur de recherche qui progressivement a acquis une très forte position dominante en Corée, et c'est assez déjà intéressant en soi, parce que c'est le seul pays au monde où finalement un moteur de recherche domestique a réussi à prendre une position dominante sans intervention de l'État pour bloquer les autres services. C'est ce que je veux dire, Google n'est pas censuré en Corée. Voilà, absolument. Donc en Russie et en Chine, il y a des moteurs locaux qui sont dominants, mais parce que les autres services ont été bloqués, ce qui n'est pas le cas en Corée. Donc Naver a acquis une position de 80-90% de part de marché, donc c'est vraiment par sa seule pertinence en réalité. Et puis ensuite, ils ont développé des services sur les marchés adjacents que sont le shopping, l'agrégation de news, les paiements, enfin ils ont eu un développement à la Google, et je le mets un peu entre guillemets parce que contrairement à Google, c'est une entreprise qui fonctionne différemment vis-à-vis de la réglementation, par exemple, donc qui paye ses impôts là où elle fait des profits, sans mettre des profits dans des paradis fiscaux, qui rémunère la presse lorsqu'elle cite des articles de presse, donc qui a une approche un peu différente qui a une plateforme un peu plus, je ne veux pas le qualifier, mais en tout cas qui a une approche différente du rapport avec ses stakeholders. Un marché aussi plus national. Et un marché plus national pour la recherche, mais en fait qui a étendu ses services dans toute l'Asie de l'Est. Donc elle a créé une messagerie qui est une messagerie un peu de type, un peu un mélange entre WhatsApp et Snapchat, donc avec des petits émoticônes, qui est devenue numéro 1 au Japon, puis numéro 1 en Thaïlande, à Taïwan, en Indonésie, donc 250 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans
dans toute la zone Asie de l'Est. Donc c'est vraiment une force de frappe qui est énorme. Donc c'est la messagerie qui s'appelle Line. Et donc aujourd'hui, quand on regarde le résultat de tout ça, c'est une entreprise qui pèse plus de 50 milliards de market cap. Je parle juste de Naver. Et quand on rajoute la filiale Line qui fait la messagerie, c'est probablement proche de 70 milliards de market cap. Et Line venant de fusionner avec Yahoo Japan. Donc Yahoo Japan n'est pas lié à Yahoo USA. C'est une entreprise qui appartient à Masa Son, le fondateur de SoftBank. Donc ils ont créé un mastodonte de l'Internet en à peine 20 ans, dans un pays pourtant dominé, la Corée dominée par les conglomérats. Donc, c'est pas facile pour une PME de devenir une grosse entreprise dans ce pays, parce que effectivement... Le fondateur, c'est un ancien de Samsung. C'est un ancien ingénieur de Samsung. Et donc, c'est vraiment une success story qui est absolument incroyable. Et moi, comme ancienne ministre du numérique, honnêtement, une histoire qui, en 20 ans, passe de 0 à 50 milliards voilà, sans aide particulière, etc., juste par la seule vision de son fondateur et la capacité à exécuter un plan, je trouve ça vraiment fascinant. Donc c'est vraiment un partenaire Qu'est-ce qui motive Naver? Parce que vous avez investi dans 15 startups, dont on peut citer le français De Vialet, qu'on connaît peut-être bien, ou aussi Vestiaire Collective. Là, récemment, vous venez de faire une annonce, c'était hier, un investissement record pour votre fonds dans Wallapop, qu'on connaît moins. Ça, c'est une sorte de bon coin espagnol. Qu'est-ce qui motive Naver, qui met donc 350 millions sur la table pour investir en Europe? Alors, au départ, je pense qu'il y a eu une forme d'acte de foi, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui était très asiatique, qui connaissaient mal l'Europe, mais qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait parce qu'ils avaient entendu parler de la French Tech, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait quand même un système de formation très performant, enfin qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes à explorer, mais qui ne savaient pas forcément bien comment le faire. Et en fait, quand on a discuté ensemble, on s'est dit finalement peut-être que pour essayer de créer des synergies et des coopérations, l'idée qu'on avait, nous, et la volonté qu'on avait, c'était d'essayer de rendre nos acteurs locaux plus forts dans la mondialisation contre les GAFA et Baidu, Tencent, etc., plutôt côté Asie. Et donc, on s'est dit, mais finalement, si on essaye de combiner nos forces respectives, entre Européens et Asiatiques, ou entre Français et Coréens, peut-être qu'on arrivera à soutenir nos écosystèmes et à les rendre plus forts dans cette mondialisation. Donc au départ, c'est parti de quelque chose d'un peu militant, lié un peu à la souveraineté économique dont on parlait tout à l'heure. Et on s'est dit, pour ce faire, en fait, on va commencer par investir un peu de l'argent de Naver en Europe. Ça permettra à Naver de comprendre un peu comment fonctionnent les marchés, de voir comment les entrepreneurs fonctionnent, les différences en termes de produits, de consommation, de services, etc. Et puis, en marchant, on verra comment on peut aider des acteurs européens à se développer en Asie ou à trouver des partenaires ou des investisseurs en Asie, donc vraiment à créer ce pont entre l'Europe et l'Asie. Et à terme, on essaiera de faire la même chose avec des entreprises asiatiques qu'on aidera en Europe. Donc nous, notre idée, c'était vraiment, à terme, dans quelques années, d'avoir une espèce de flux bilatéral de création de valeur entre l'Europe et l'Asie. Mais on ne met pas la Chine dedans ? Non, alors justement, nous, on se met un peu hors Chine, de la même façon que de notre côté, on se met un peu hors États-Unis, parce qu'on considère que ce sont des écosystèmes qui sont déjà tellement puissants et dominants. Nous, on a envie plutôt de favoriser ceux qui sont dans une situation un peu compliquée. On voit bien que aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que les acteurs européens ont du mal aussi à concurrencer ces big tech multinationales. Le fait que, sur le plan fiscal, par exemple, les choses ne soient pas traitées de la même façon. Comment voulez-vous aujourd'hui affronter sur un plan concurrentiel quelqu'un qui ne paye pas du tout d'impôts sur les sociétés et qui peut donc offrir des salaires mirobolants à vos ingénieurs pour les débaucher et qui peut consacrer énormément d'argent à la R&D, à une R&D qui sera productive dans de nombreuses années. Ça, ce sont des luxes que ne peuvent pas se payer des gens qui respectent les règles du jeu. Donc aujourd'hui, pour nous, il y avait vraiment, et en Chine, bon, c'est une problématique un peu différente, mais vis-à-vis de la zone Asie de l'Est, il y a aussi cette crainte finalement que la Chine devienne ultra dominante et écrase en fait tous les services qui sont développés par les autres pays. Donc nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était plutôt d'essayer de soutenir des acteurs locaux qui sont confrontés à la concurrence de ces big tech américaines et chinoises. Et c'est d'autant plus compliqué que ce sont des entreprises, les américaines et les chinoises, qui proposent objectivement des services qui sont formidables et qu'on aime parce que ils sont pratiques et ils marchent bien. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était plutôt essayer de mettre en condition ou en capacité nos entreprises locales de concurrencer ces acteurs et de les soutenir à la fois financièrement, mais pas seulement, aussi en aidant leur développement et leur croissance. Alors, je disais que vous étiez en train de lever un deuxième fonds.
Dans ce fonds, il y aura Naver, j'imagine toujours, mais est-ce qu'il va apparaître des acteurs français ou européens ? Voilà, alors c'est vrai que le premier fonds, en fait, on a un fonds et demi. Si on a un premier fonds qui a investi dans ces entreprises de croissance européenne dans lesquelles on croyait, qui est alimenté par Naver et par sa filiale Line. On a un autre fonds qui est celui avec lequel on a investi dans Vestiaire Collective et dans Wallapop hier, qui est un fonds un peu vertical, enfin spécialisé sur le e-commerce et l'économie circulaire, parce qu'on croit beaucoup à ces nouveaux modes de consommation. C'est aussi un fonds qui est financé par Naver, mais il est plus stratégique parce qu'il ne vise que un type d'activité un peu plus ciblé, le e-commerce et plus précisément ce qu'on appelle le C2C, donc le commerce de seconde main. Et donc le prochain fonds qu'on va lever, c'est un fonds qu'on espère de 300 à 400 millions. Et effectivement, Naver revient à hauteur de 100 millions dans ce fonds. Donc c'est un bel acte de confiance ou de satisfaction sur la performance du premier fonds. Et on souhaite ouvrir pour la première fois, pour le coup, notre fonds à d'autres investisseurs, dont des Européens, dont des Français, avec lesquels on est en discussion actuellement. Et donc, oui, on va diversifier notre base de... Vous pouvez pas nous annoncer aujourd'hui pas encore, qui en fera partie? Pas encore. Et c'est prévu pour quand, cette levée? Et donc, en général, une levée se fait en 2 fois. Ce qu'on appelle un premier closing, et je ne connais même pas le mot en français, et un deuxième closing. Et le premier closing, on devrait le faire entre mars et mai de cette année, je pense. Alors, on va terminer cet entretien avec l'interview express, qui est un petit format plus ouvert, un peu plus personnel, où vous pouvez répondre tout à fait spontanément, mais rapidement. Mes questions sont très courtes, vous allez voir. Vos rêves? Mon rêve, là, aller au restaurant et au concert et au théâtre. Vos peurs? Ma peur qu'on reste dans cette situation un peu interlope pendant un petit moment et sans grande visibilité sur la fin du tunnel. Vos interrogations? C'est très immédiat, hein, désolée. Ouais, mais préoccupation. Mes interrogations, j'ai pas mal d'interrogations un peu high level sur où va le monde en ce moment, parce que je suis désolée, la réponse va être un petit peu plus longue. J'ai le sentiment qu'il y a un glissement en fait du barycentre du monde vers l'Asie, parce que finalement nos modèles démocratiques, politiques, économiques sont remis en question, je trouve, par cette crise qu'on traverse. On a eu du mal à faire le vaccin en France. Enfin, on voit bien qu'on a moins bien géré la crise que certains pays asiatiques. Et je trouve qu'il y a une forme de déplacement de l'influence vers l'Est. Et je me demande ce que cette situation va produire sur le plan géostratégique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la prochaine révolution tech en Corée? Peut-être l'hydrogène approche à grands pas. Il y a eu un plan très volontariste sur l'hydrogène. Fleur Pellerin, ce sera le sujet de lundi. Alors là, voilà, donc je pense que en fait, le plan coréen est très très intéressant parce qu'il a été lancé en 2018, 22 milliards d'investissements publics-privés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le marché est en train d'être créé en Corée. Donc on a travaillé vraiment sur le marché avant de travailler sur les filières de production et de transport, quoi. Merci beaucoup. Je termine avec une dernière question que je ne vous ai pas posée. C'est vous, dans 5 ans, vous vous imaginez où? C'est une question à laquelle j'ai jamais su répondre depuis que j'ai 5 ans, quoi. Donc, je sais pas. Merci beaucoup, Fleur Pellerin, Corelia Capital. Vous restez avec moi. C'est l'heure de notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et l'ancienne ministre Fleur Pellerin est toujours avec nous, qui est aujourd'hui à la tête du fonds Corelia Capital, je le rappelle. Cécilia Sévry, vous nous avez rejointe pour nous raconter une nouvelle aventure dans l'espace. Bonjour. Bonjour. Et c'est une aventure commerciale. Oui, parce qu'au cœur des vols spatiaux qui ont lieu de plus en plus souvent, et il faut le dire, eh bien, il y a un petit marché qui s'est créé, un marché privé qui saisit l'opportunité de l'exploration spatiale. En fait, il y a un véritable potentiel économique, vous l'avez dit, et commercial pour les entreprises ici sur Terre. Pourquoi ? Parce que le secteur privé, le secteur spatial s'est privatisé, il s'est démocratisé, et donc ces nouveaux acteurs comme SpaceX par exemple ont tendu la main à des entreprises, ont proposé des partenariats avec des entreprises qui n'ont finalement rien à voir avec l'exploration spatiale. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir tendu la main à des entreprises. Il y a aussi l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui a fondé en 2003 un incubateur de start-up pour leur faire bénéficier des innovations spatiales pour créer des nouvelles technologies ici, sur Terre. Alors, il y a un véritable business, mais aussi une opportunité scientifique. Alors, on va commencer peut-être par le secteur le plus prometteur dans l'exploration spatiale, mais privée. C'est le marché des matières premières et de l'exploitation minière, là-haut dans l'espace. Alors, l'espace, on parle de quoi? De la Lune?
Alors non, on ne parle pas de la Lune parce que c'est pas très On intéressant parle de pas ce de point de Mars vue-là. quand même. De Mars non plus, c'est trop loin et de toute façon, ce ne sera pas forcément très intéressant d'un point de vue minier et en plus, c'est trop loin, on en parlera sûrement dans quelques années quand même, il faudra aborder le sujet. Ici, on parle des astéroïdes. Les astéroïdes géocroiseurs en particulier, ceux qui croisent l'orbite terrestre. Ces astéroïdes, en fait, ils sont très riches en matière minière, Et donc, il y a un véritable intérêt parce qu'ils seraient utiles ici pour le commerce sur Terre. Donc, à titre d'exemple, il y a une société américaine qui se distingue, qui a été financée par le PDG de Google, le fondateur de Google, c'est Bradford Space, anciennement Deep Industry Space. L'entreprise américaine a pour objectif, à la fois pour être rentable, de développer la maintenance autour des satellites en orbite, mais aussi de développer une production minière sur les astéroïdes. L'intérêt, c'est de pallier la raréfication de la production de minerais sur Terre, parce qu'aujourd'hui, la production mondiale, par exemple, de minerais en fer, elle dépasse les 3 milliards sur un an, mais en comparaison, un petit astéroïde avec un diamètre d'1 mètre seulement peut contenir plus de 2 milliards de tonnes de fer, de minerais de fer et de nickel. Un astéroïde en particulier fait rêver tous les entrepreneurs de ce secteur, l'astéroïde Psyché 16. On a déjà parlé de cet astéroïde sur ce plateau, c'est le plus gros de la ceinture d'astéroïdes. Et selon les estimations, la valeur totale des ressources de Psyché 16 serait de 700 milliards 2 milliards de dollars, soit 93 milliards de dollars par habitant, ce qui pourrait fournir l'équivalent de la production mondiale de minerais pendant plusieurs millions d'années. On pense même qu'il y aurait des métaux comme l'or là-dessus. Il y a une loi qui encadre aujourd'hui ces futures exploitations ? C'est compliqué. Il y a longtemps eu un vide juridique autour de ça. Et puis, la conquête spatiale en général a posé ses premiers jalons en 1967 avec le traité de l'espace. On y mentionne que l'espace, c'est la propriété de l'humanité. On dit aussi qu'on ne peut pas armer l'espace, pas faire de tests nucléaires par exemple sur l'espace, mais on ne parle pas des ressources, jamais. Et on commence seulement à en parler en 2015 avec Barack Obama et le Space Act qui donne accès aux ressources de l'espace à tous les Américains. Et en Europe, finalement, on en parle aussi. Jusque-là, il n'y avait pas de réglementation, mais le Luxembourg s'est démarqué en proposant une loi en 2017 qui va permettre à toutes les entreprises qui sont sur son sol d'exploiter les ressources spatiales. On peut imaginer des mineurs de l'espace, parce que le Luxembourg, c'est un peu son idée, d'exploiter le sol. Oui, c'est ça. On peut, pour l'instant, ce sera des robots qui vont aller exploiter ces astéroïdes. Peut-être un jour des mineurs, comme dans le film Armageddon, mais pour l'instant, ce sera des robots. Les scientifiques, il faut le dire, sont un peu plus sceptiques sur le sujet, parce que c'est très compliqué d'imaginer ramener des ressources depuis un astéroïde. On a lancé des missions, la NASA lance des missions assez encourageantes comme Osiris-Rex pour aller récupérer des échantillons, mais c'est très long, c'est très compliqué. Donc dans un futur un petit peu plus lointain, on peut envisager ces mines sur astéroïdes. Vous avez d'autres exemples peut-être à nous citer, parce qu'on arrive pratiquement à la fin. Alors, pourquoi pas 2 entreprises françaises ? Allez. C'est quand même intéressant. Il y a une entreprise française qui propose un tout autre service. Elle propose aux habitants de la Terre d'envoyer des objets dans l'espace. C'est Toucan Space. Elle a reçu l'autorisation de la NASA en 2020 et donc elle envoie, grâce à SpaceX, c'est là qu'on retrouve le rôle des acteurs privés, des boîtes avec des objets que vous pouvez envoyer, des bijoux, des montres, ce que vous voulez. Ça va faire un voyage dans l'ISS et au bout de plusieurs mois, ça revient sur Terre et vous avez votre objet qui a fait un voyage dans l'espace. Il y a une entreprise française qui s'est démarquée, c'est assez intéressant. Est-ce que vous aimez le vin, Delphine ? Plutôt au restaurant, mais... Alors, moi, je vous propose plutôt qu'au restaurant, dans l'espace. Ah bah oui, Parce qu'il y a une entreprise qui a envoyé du Bordeaux dans l'espace. Cette entreprise, je vais la nommer quand même, elle s'appelle Space Cargo Unlimited. C'est une start-up française. Et donc, elle a envoyé 12 bouteilles de Grand Cru vers la station spatiale, des pieds de vigne aussi. Et le vin devrait être dégusté. Là, il est rentré de la station spatiale après 14 mois de voyage. Il va être dégusté juste là. Quel intérêt juste d'envoyer du vin dans l'espace En fait, on prépare la suite, c'est-à-dire éventuellement le réchauffement climatique. On se dit que si ça peut résister à l'absence de gravité, par exemple, à des conditions extrêmes, pourquoi pas créer un vignoble qui pourra résister à des conditions extrêmes ici sur Terre. Donc voilà, on est en train de créer un vin qu'on pourra boire dans l'espace et aussi
pendant la fin du monde. Toujours de la recherche scientifique. Merci beaucoup. Cécilia Sévry, on vous retrouve juste après dans le Lab, le rendez-vous où pitch les entreprises du numérique. Merci également à Fleur Pellerin d'être restée avec nous. Vous n'avez pas le temps de réagir à cette chronique, mais moi aussi. Fleur Pellerin, dont je rappelle que vous êtes fondatrice de Corelia Capital, qui veut créer un axe fort entre l'Europe et l'Asie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.